Alors, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien déjà. Du coup, aujourd'hui, on va voir la suite de ce que vous avez fait, Daniel. Donc, vessie, rectum chez la femme. Alors, chez la femme, il y aura aussi quelques nuances chez l'homme. Sachez que le poly, à chaque fois, est axé sur la femme, mais il y a toujours des petites références à l'homme. Et du coup, c'est bien de bien comprendre parce que des fois, c'est pas explicite. Et du coup, ça porte à confusion et ça peut faire des erreurs. Donc, du coup, ce cours, il est pas, vous l'avez déjà fait. Normalement, vous le maîtrisez un minimum. Je suis là pour vous dégrossir la chose, pour vous le faire réviser, du coup, et pour venir sur les questions si jamais vous en avez. À la fin, vous me posez des questions ou même en message. Alors, la vessie, du coup, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un organe musculo-membraneux, donc c'est bien un muscle qui se contracte, piriforme, donc en forme de poire, en gros, au-dessus du diaphragme pelvien. Donc ça, déjà, c'est super important. Le diaphragme pelvien, normalement, vous avez eu un cours avec Daniel, du coup, c'est assez compliqué à cerner, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne comprend pas trop. Donc voilà, il faut vraiment que vous compreniez bien ce que c'est les fascias, les diaphragmes. C'est dur à visualiser, je vous l'accorde, et même les schémas, il n'y en a pas beaucoup dessus, donc c'est assez chaud. Mais quand on a compris, ça aide vraiment. Donc le diaphragme pelvien, vous l'avez vu, il y a plusieurs muscles. Le ilio-coccygien, pubo-coccygien, donc avec la portion lévatorienne, sphinctérienne et tout. Donc voilà, ça, il faut bien le maîtriser. Du coup, la vessie est bien au-dessus de ça et elle repose sur ce diaphragme. En fait, ce diaphragme, c'est comme un plancher pour la vessie. Donc, elle se trouve entre les uretères et l'urètre. Donc, on a bien deux uretères et une urètre. Ok. Très important parce que les pièges uretère-urètre, ça arrive très souvent et franchement, c'est super facile de tomber dedans. Donc, deux uretères, vessie, urètre. Quand elle est vide, elle fait 6 cm de long sur 5 cm de large et pleine, elle double ses dimensions, tout simplement. Les dimensions, c'est quand même à connaître. La capacité anatomique, donc ce qu'elle peut contenir au maximum, c'est 2 à 3 litres. Donc au maximum, vous pouvez remplir votre vessie jusqu'à 3 litres. Par contre, la capacité physiologique, c'est-à-dire en fait la façon dont on remplit notre vessie, on a deux besoins. Soit on a un premier besoin d'aller uriner quand on a rempli à 150 millilitres. Donc ça, c'est quand on a envie d'aller faire pipi tranquille, quoi. Et on a un besoin B2 où on a 300 millilitres. Et là, c'est un peu le besoin urgent d'aller uriner, quoi. Il faut qu'on urine. Et enfin, du coup, par rapport à sa situation, on a une douleur qui est irradiante en amont et en aval. C'est-à-dire que si on a un problème au niveau de la vessie, on peut tout aussi bien avoir mal au niveau des uretères et des reins qui sont en amont, et aussi bien avoir mal au niveau de l'urètre. Ça se retrouve qu'on a des calculs rénaux, c'est-à-dire des petites formations cristalliques en fait, qui viennent boucher les vaisseaux, et du coup, la douleur irradie beaucoup. C'est surtout au niveau des reins, et ça, vous le verrez en clinique, en médecine, ça se voit beaucoup. Alors, l'homme et la femme, du coup. Chez l'homme, attention, la vessie est ici. Est-ce que vous voyez ma souris? Je pense que oui. Donc la vessie chez l'homme est ici et elle répond directement au rectum. Ça, c'est très important. D'où le fait que chez l'homme, on aura un cul-de-sac, du coup, vésico-rectal, parce que les deux se font suite. Or, chez la femme, et ça, c'est des pièges qui peuvent vraiment tomber facilement, chez la femme, du coup, attention, on a bien la vessie, l'utérus avec le vagin et le rectum, avec le canal anal en bas. Ce qui fait que, du coup, avec le péritoine, donc on le verra un petit peu plus tard, on a deux cul-de-sac qui se forment. On n'a plus le cul-de-sac vésico-rectal, mais on a le cul-de-sac vésico-utérin, entre vessie et utérus, et le cul-de-sac de Douglas, ou alors euh, recto-utérin, qui est beaucoup plus profond, d'ailleurs. Donc voilà, ce schéma, il est assez bien, je trouve qu'il est assez simple, et il y a vraiment l'essentiel dessus. Donc voilà, faites attention au niveau des cul-de-sac, c'est là qu'on peut piéger, en fait. Donc la vessie, quand on regarde comme ça de face, qu'est-ce qu'il faut remarquer? On a deux faces qu'on dit inférolatérales. Donc elles sont ici. En fait, la vessie, ça a un peu la forme d'un triangle inversé, sauf que le côté en haut peut se bomber. Donc les deux faces inférolatérales sont ici. OK. Ensuite, on retrouve le sphincter interne du col, là, l'urètre, le plancher pelvien, du coup, avec le muscle élévateur de l'anus, en fait, le sphincter externe et l'orifice urétral externe. OK, donc deux faces inférolatérales. Et on a ensuite le plus important, en fait, c'est la face supérieure. Cette face supérieure, c'est la seule qui n'est pas bien maintenue dans la vessie. La vessie, c'est un ensemble qui est assez bien maintenu par rapport à des ligaments, par rapport au diaphragme pelvien, à différents muscles, mais la partie supérieure n'est pas bien maintenue. Pourquoi? Parce que c'est la seule partie qui fait face au péritoine qui est en haut. Donc ça, pareil, le péritoine, c'est quelque chose d'assez abstrait, il faut voir des schémas et tout, mais c'est pas forcément facile à se l'imaginer. Donc c'est la seule partie qui fait face au péritoine, et du coup qui n'est pas bien maintenue, d'où le fait que quand on remplit la vessie, elle ne va pas gonfler par les parties inférolatérales, mais elle va gonfler par la partie supérieure, et elle va se bomber ici.
Donc, il faut savoir que quand elle est vide, du coup, elle se creuse. Et on a sur le péritoine, il y apparaît ce qu'on appelle le pli vésical transverse du péritoine. Donc, quand elle est vide, on a une dépression qui fait que sur le péritoine, on a une espèce de pli. Voilà. Ensuite, sur cette vue du coup de profil, utérus, vessie, qu'est-ce qu'il faut retenir tout simplement? L'apex, c'est ce qui est antérieur à la vessie, donc c'est la pointe de la vessie. Apex antérieur, hein, avec le A en commun. Et le fundus, c'est ce qu'on retrouve au fond, avec le F en commun, c'est la base vésicale. Donc le fundus est postérieur par rapport à l'apex. C'est simple une fois qu'on l'a compris, mais attention, on peut très facilement piéger. Alors, je m'inspire beaucoup du livre Camina, je ne sais pas si vous l'avez en PDF, mais le Néther est très bien aussi. Alors là, on va parler des fascias, c'est le truc le plus dur à cerner. Donc la vessie, la voici en rose, et les fascias, en fait, c'est ce qui est en vert. Les fascias, pour moi, je me le représente un peu comme des espèces de rideaux, des espèces de rideaux qui viennent se mouler en fait sur les organes. Voilà, ou des couches, des espèces de couvertures en fait. Et ces couvertures, c'est des moyens de soutien très souvent. Et souvent, les fascias sont mêlés avec les ligaments d'ailleurs. Donc, on retrouve d'abord. Alors déjà, mon camina, j'écrivais dessus, RIP le camina que j'ai un peu sali. Je représente ici le péritoine. N'oubliez pas, le péritoine, du coup, il est au-dessus de la vessie et au niveau de la partie supérieure. Et du coup, avec l'utérus qui est juste derrière ici, les deux, comme l'utérus se rabat sur le corps vésical, c'est là qu'on a le cul-de-sac, du coup, vésico-utérin. Ok, ça déjà, c'est pour l'explication du schéma. Alors, un premier fascia, c'est le fascia ombilico-prévésical. Toujours, c'est dans les noms, hein, donc lisez bien les noms. Ombilico-prévésical, donc devant la vessie. C'est celui-là. C'est le gros, là, qui est creusé. Ce fascia ombilico-prévésical, il est dit corné à concavité postérieure. Pourquoi? Parce que si on regarde, donc vers la gauche, là, vous avez la partie antérieure de votre corps. Du coup, il est creusé vers l'arrière. Donc là, rappelez-vous le 5, les orientations et tout. Donc, concavité postérieure. La concavité, le creux regarde vers l'arrière. Dans ce fascia ombilico-prévisical, au niveau de ses bords supérieurs, donc ce n'est pas représenté sur le schéma, au niveau de ses bords supérieurs, on a il y passe des ligaments ombilicaux, du coup, médiaux. Attention, c'est les ligaments ombilicaux médiaux, mais pas médians. Okay, le truc rose, là, qui fait suite à l'apex, le truc rose qui fait suite à l'apex, c'est le ligament ombilical médian. C'est vraiment celui qui est médian au milieu. Mais on a aussi le ligament ombilico médiaux, du coup, qui ne sont pas présentés. Ce fascia, il limite les espaces rétropubiens et paravésicaux. Donc, effectivement, il faut s'imaginer que ce fascia, il n'est pas juste là, il continue un peu sur la droite et sur la gauche. Et du coup, il va limiter l'espace rétropubien, donc juste derrière le pubis. Okay, ici, en gros, c'est ce qui est en jaune, on va dire, l'espace rétropubien. Et il va limiter les espaces paravésicaux. Effectivement, il va entourer la vessie sur les côtés latéraux aussi, un petit peu. Et donc, ça va faire les espaces qui seront paravésicaux, donc à côté de la vessie. Et ce fascia ombilico-prévésical, si on le suit tout en bas, il va se continuer à terme avec le fascia supérieur du diaphragme urogénital. Donc ça, pareil, comprenez bien, on a le diaphragme ombilico-prévésical, en dessous le diaphragme pelvien et en dessous le diaphragme urogénital. Et derrière, c'est plus simple. Bon, alors à chaque fois, je vous ai mis l'essentiel, mais il y a aussi un petit peu plus de détails. Hein. Le fascia rétrovésical, c'est celui du coup qui est derrière la vessie. Il est ici. Et il contient, lui, en tout cas, il y passe l'urétère. Attention, c'est l'urétère et non pas l'urètre. L'urètre qui est bien plus bas et qui ne passe pas dans le fascia rétrovésical. On revient sur ce ligament ombilical médian qui fait suite à l'apex. C'est un reliquat de l'ouraque, donc en fait, c'est un vestige, c'est ce qui reste, on va dire, du cordon ombilical. Donc de l'apex vésical à l'ombilic, le nombril, un diamètre, donc ça c'est le signe phi, un diamètre de 2 mm, une longueur de 12 cm, les dimensions sont vraiment à connaître, désolé. Hein. Et du coup, comme c'est une suite de la vessie, c'est musculaire. Donc on retrouve des myofibres lisses. Les viscères, c'est toujours pratique. Enfin, oui, je crois que c'est toujours des muscles lisses. Hein. On ne contrôle pas la contraction de sa vessie. Voilà. Et ensuite ici, on arrive un peu sur les ligaments. Donc lui, il est représenté, ce petit truc vert là qui va du pubis jusqu'au col vésical. C'est le ligament, il n'y en a pas qu'un seul, les ligaments vésicaux antérieurs. Donc ils sont vers l'avant, qu'on appelle aussi du coup pubo, ça part du pubis, vésicaux, ça va jusqu'à la vessie. Ces ligaments vésicaux antérieurs,
un peu compliqués. Ils naissent de l'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus. Donc ça, vous l'avez vu dans le premier cours. Donc en gros, vers l'avant, ici, on avait un arc tendineux sur lequel s'insérait le muscle iliococcygien, si je ne dis pas de bêtises. Et il se termine du coup sur le col vésical, donc vraiment ici. Sa direction est sagittale, c'est-à-dire que voilà, il est d'avant en arrière, il n'est pas transversal. Un peu comme le ligament ombilical médian. Et lui aussi, il contient des fibres musculaires lisses. On peut se dire que du coup, vu qu'il est là pour soutenir la vessie, il a besoin d'être musculaire, d'être musclé pour tenir. Et il est accompagné de la veine dorsale profonde du clitoris qu'on retrouve là. Donc voilà, si vous situez un peu les choses, vous voyez bien que ici, vers là, on aura le clitoris qui sera après le vagin qui est derrière. Donc voilà. Alors là, beaucoup plus abstrait. Je vous ai mis à chaque fois les légendes et tout pour que si jamais vous voulez regarder plus en profondeur. On retrouve aussi les ligaments vésicaux latéraux. Donc c'est assez dur à visualiser, les schémas ne le montrent que très rarement. J'ai trouvé celui-ci qui est très complet, hein. Pas tout à savoir bien sûr. Du coup, on a la vessie qui est là, avec le trigone vésical d'ailleurs, l'utérus, le rectum. Et ici, en fait, en numéro 4, on retrouve le ligament vésical latéraux, du coup. Enfin, il y en a deux. Hein. Ces ligaments vésicaux latéraux, ils ne partent pas du corps supérieur de la vessie, ils partent des faces inférolatérales. Ils sont un petit peu plus bas situés. Et du coup, ils sont accompagnés, alors pareil, ce n'est pas représenté, il me semble, ils sont accompagnés des artères vésicales supérieures. Donc voilà, c'est un petit peu tendancieux, c'est compliqué à comprendre parce que du coup, les artères vésicales supérieures sont autour des ligaments vésicaux latéraux qui, eux, sont un peu plus inférieurs. Donc attention à ne pas trop vous mélanger les choses. Pareil, accompagné de myocytes lisses, donc encore, c'est un peu musculaire. Donc du coup, il naît des faces inférolatérales de la vessie et se termine sur le fascia pelvien pariétal. Donc le fascia pelvien pariétal, en fait, c'est le fascia pelvien qui recouvre vraiment la partie externe de votre corps. Donc en fait, tout ce qui recouvre les viscères, c'est du coup viscéral, et tout ce qui recouvre la périphérie, c'est pariétal, ce qui est collé contre votre paroi en fait. Donc voilà, il se termine sur ce fascia pelvien pariétal et aussi sur les paramètres et paracervix qui sont ici, reliés à l'utérus. Les paramètres et paracervix, pareil, c'est très compliqué à visualiser, mais c'est en gros comme des ligaments des fascias. Voilà, il faut retenir ça, c'est comme des ligaments et des fascias. Le paramètre, apprenez-le plus parce qu'il est lié à l'artère utérine notamment. Voilà. Et ici, je vous ai encadré en noir, du coup, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, du coup, avec un, l'espace rétro-pubien qui est derrière le pubis, 2, le fascia vésical qui recouvre la vessie, et en 15, on retrouve du coup le fascia ombilico-prévésical. Alors, le diaphragme pelvien, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça, vous l'avez déjà vu normalement, ce schéma à peu près. Le diaphragme pelvien, c'est le meilleur moyen de fixité de la vessie. C'est vraiment lui, c'est le plancher de la vessie. La vessie est dessus, et elle est vraiment bien tenue par ce diaphragme pelvien qui est composé de plusieurs muscles. À noter aussi que la vessie repose sur le vagin, solidement soutenu au niveau de sa face postérieure par le muscle pubo-vaginal. Donc ça, on le voyait là. La vessie, en fait, elle est posée sur le vagin. Et le vagin, si vous vous souvenez, vous avez un muscle qui s'appelle le muscle pubo-vaginal. Donc ici, hop, qui fait une espèce d'arc comme ça, donc 11, et qui se lie sur le CTP, donc le centre tendineux du périnée. Et en fait, en faisant cette sangle, ça va cravater le vagin et du coup soutenir aussi la vessie. Ça ressemble un peu voilà, à ce que je vous ai mis là, un lance-pierre en fait. Vous avez le muscle pubo-vaginal qui est comme ça. Vous tirez et en fait, vous mettez le vagin, puis la vessie. Et du coup, avec la tension, en fait, ça tient bien la chose. Vraiment, ça repose. Vous avez plein d'analogies, genre une espèce de hamac, une espèce de... Voilà. Donc vraiment, diaphragme pelvien qui retient bien la vessie. Le fundus, donc la base vésicale. Le fundus, on a dit que c'était vraiment le fond de la vessie, hein, c'est postérieur. Il est incliné en bas et en avant. Ça, c'est l'orientation, il faut un peu l'apprendre par cœur ou bien le visualiser. Du coup, ce fundus, il est recouvert du fascia rétrovésical, donc où passait l'uréter, et un petit peu du péritoine aussi. Le péritoine est supérieur, du coup, il vient un petit peu recouvrir la face postérieure de la vessie. Et du coup, ce péritoine, il forme, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cul-de-sac vésico-utérin. Deux parties sur le fundus, une partie rétro-trigonale qui répond du coup, alors attention, ça c'est très important, la partie rétro-trigonale, elle fait suite, enfin elle répond à la partie supravaginale du col utérin. Donc rétro-trigonale, ça regarde le col utérin.
Et du coup, entre les deux, on a un septum vésico-utérin. Ok, ça va. Par contre, la partie trigonale, elle est plus basse et elle répond plus au col. Elle répond à la paroi vaginale. Du coup, elle est séparée par un septum vésico-vaginal. Alors attention, dans le poli, on vous dit aussi qu'il y a les urétères qui passent par là. Alors ça, le poli fait foi, certes, mais c'est un peu bizarre du coup. Sauf que dans le cours d'aujourd'hui, normalement, on vous a dit que l'urétère est en rapport avec la partie rétrotrigonale. Parce que l'urétère est bien plus haute, du coup. Donc ça, je vous l'ai mis parce que c'est dans le poli, mais attention à ce petit détail-là. C'est un peu ambigu. Du coup, ça ne tombera pas comme ça, mais voilà, ça embrouille un peu. L'urétère, c'est bien en rapport avec la partie rétrotrigonale, normalement. Et enfin, du coup, la douleur est irradiante en amont et en aval. Pareil, si on a mal au niveau du fundus et de ses parties trigonales et tout, on peut très bien avoir mal en amont ou en aval. Donc voilà, je vous ai remis là un autre schéma qui montre un peu le péritoine. Donc le péritoine, c'est ce qui est un petit peu beige ici. Vous voyez que c'est une espèce de une couverture qui vient recouvrir un peu les viscères. Et vous voyez, il recouvre vraiment la face supérieure et un petit peu le fundus. Et là, entre les deux, du coup, on a bien le cul-de-sac. Hop, et vous voyez aussi, pareil, le cul-de-sac de Douglas entre rectum et utérus, qui est vraiment beaucoup plus profond, en fait. Alors, petit détail, alors moi, mon année, on était revenu dessus, le prof avait fait une remarque sur ça, je ne sais pas si ça a été changé. Alors, je vais apprendre avec des pincettes, vraiment avec des pincettes. Hein. Il est dit dans le poli que le col vésical repose sur le diaphragme urogénital. Du coup, je sais que ça avait fait beaucoup de débat parce que ça semblait faux. Effectivement, le diaphragme pelvien, il est composé par le muscle élévateur de l'anus, etc. Et du coup, le diaphragme pelvien, il est plus haut et en dessous, on a le diaphragme urogénital. Or, le col vésical est vraiment haut. Et en fait, normalement, le col vésical devrait reposer sur le diaphragme pelvien et non pas urogénital. Donc, est-ce que c'est vraiment une erreur? Est-ce que c'est une façon de simplifier les choses? Sincèrement, je ne sais pas, mais voilà, je préfère vous le dire parce qu'il y en a beaucoup qui ont été embrouillés à mon année. Donc, autant que vous ayez peut-être la vraie signification. Après, le poli fait foi, donc dans tous les cas, je pense que ça serait cette phrase qui tomberait. Mais voilà, pour la compréhension, soyez pas trop embrouillés. Le prof était à moitié revenu dessus et ça semblait être plutôt diaphragme pelvien, du coup. Le col vésical repose sur le diaphragme pelvien. Mais bon, voilà, c'est vraiment à prendre avec des pincettes et c'est vraiment un mini détail qui tombera du coup comme ambiguïté sûrement pas. Ce col vésical, petite longueur, il est situé à 2-3 cm de la symphyse pubienne et 1 cm au-dessus de son bord inférieur. Donc ça, pareil, essayez de voir les schémas, de vous situer, de noter des petits chiffres et tout partout pour essayer de bien retenir. Le trigone vésical. Alors, c'est la zone pathologique de la vessie. Donc, ce trigone vésical, donc là, on est sur la configuration interne de la vessie, on n'est plus externe. C'est ce petit triangle-là. C'est ici qu'on va avoir les principales pathologies. Voilà, infection, tout ce que vous voulez, c'est ici. Il est limité, attention, par un ostium urétral interne. Donc, c'est ici. En gros, un ostium, c'est une espèce de trou. Hein. L'ostium urétral, donc de l'urètre. Ostium urétral interne, ici. Alors qu'il est limité en haut, du coup, la base du triangle, par 2 ostiums urétériques pour urétère. En fait, les 2 ostiums urétériques, c'est l'abouchement des urétères. Et voilà. Donc, 2 urétériques, un urétral. Et du coup, entre les 2 urétériques, on a ce qu'on appelle un pli urétérique. Attention au terme, ça piège vraiment souvent. Ce pli, à savoir qu'il n'est pas très, très marqué chez la femme. C'est un petit détail. Et la fosse rétrotrigonale, du coup, elle est plus postérieure à ça. Cette fosse rétrotrigonale, avec l'âge, sa profondeur augmente. Donc, du coup, vous pouvez vous douter qu'on va avoir peut-être plus de pathologie au niveau de la fosse rétrotrigonale, plus de choses qui peuvent s'accumuler. Notamment, on peut avoir formation de calcul dans cette fosse rétrotrigonale et aussi, du coup, de l'urine post-mictionnelle. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'urine qui stagne un peu, d'où les incontinences, etc. Alors, vascularisation. Donc, là, c'est une partie vraiment complexe, la vascularisation à chaque fois. Je vous ai mis des diapos sur ça, mais bon, c'est vraiment là du par cœur, même si la visualisation aide un petit peu parfois. Donc, on revient un petit peu dessus vite fait. Vascularisation, on a 1 à 4 artères vésicales supérieures qui naissent de l'artère ombilicale. Donc, si on en suit ce petit schéma ici, on a l'artère ombilicale en numéro 17, hop, qui se sépare bien. Du coup, regardez, hop, 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 en 3 petites artères qui sont les artères vésicales
supérieures. Donc, ces artères vésicales supérieures, elles vont nourrir, enfin, elles vont vasculariser le corps de la vessie, qui est ici, le corps supérieur, du coup, et pas inférieur, hein, le corps supérieur, et on ne le voit pas, mais un petit peu les parties inférolatérales. Mais voilà, ça sera quand même relativement supérieur. L'artère vésicale inférieure, elle naît de l'artère vaginale. Et elle va irriguer, du coup, le corps et le fundus plus inférieur, du coup, comme son nom l'indique, et aussi le col vésical. Voilà. Donc là, vous voyez en 23, on a l'artère vaginale, hop, qui va donner ici l'artère vésicale inférieure, qui innerve bien la partie inférieure du fundus, et on ne le voit pas, mais aussi un petit peu le col. L'artère utérine, en 21, c'est la grosse artère, très très important ici, j'aurais dû l'entourer d'ailleurs. L'artère utérine, elle va irriguer la partie supérieure du fundus, donc juste là. Et un rapport anatomique qui est très important, c'est que l'artère utérine croise par en avant l'urétère. Alors ça, vous le voyez dans le cours de vascularisation avec Pyro, mais je le reprécise, ça croise vraiment par en avant l'urétère. Et on le voit bien sur ce schéma. Il est pas mal ce schéma en fait. Bon, après, il y a plein de trucs qui sont compliqués, mais bon. Et ensuite, on retrouve les artères honteuses internes, obturatrices et aussi vaginales, qui vont innerver la partie inférieure de la vessie. Donc, on revient un petit peu sur l'artère vésicale inférieure. Pareil, on avait la vessie inférieure. Là, les artères honteuses internes, obturatrices et vaginales, elles vont innerver les parties inférieures. Regardez ici, 25. Donc, artère pudendale interne, c'est pareil que honteuse interne. Elle fait tout ça et elle vient innerver vraiment ici, par en dessous, la vessie inférieure. Voilà, donc ce schéma, saisissez l'essentiel, ça résume pas mal. Il faut juste en supprimer les lymphatiques et tout, et on s'y retrouve un petit peu. Désolé pour les annotations vertes, hein, parce que c'est moi du coup qui faisais plein de trucs. Et là, vous voyez, par exemple, j'ai mis ligament ombilical médial, bien différent de ligament ombilical médian. Et vous voyez, du coup, c'est ce qu'on voit ici. Tout à l'heure, on ne le voyait peut-être pas trop. Ici, on a bien le ligament ombilical médial, du coup, qui est sur les, on ne le voit pas, mais qui est sur les bords supérieurs du fascia ombilico-prévisical. Et là, bon, alors là, c'était B, hein, je vous dis la vérité. Mais au niveau des veines, on n'a pas trop de questions dessus normalement. Sachez juste que vers l'avant de la vessie, on a ce qu'on appelle le plexus du cou logique rétropubien, donc juste avant le pubis, enfin juste derrière le pubis. Ce plexus rétropubien, il va se drainer dans les veines honteuses internes et obturatrices. Donc, faites l'analogie tout à l'heure, on parlait des artères honteuses internes obturatrices qui étaient plus en bas ici. Vous voyez bien que ça va bien vers le plexus rétropubien qui est derrière le pubis. Donc voilà, on peut un peu faire des symétries comme ça avec artère-veine. Et latéralement, on a un plexus vésical. Du coup, désolé pour la légende qui est un peu cracra. Plexus vésical, du coup, qui lui se draine dans les veines vésicales, comme son nom l'indique, et les iliaques internes. La structure de la vessie, 3 couches. On a une tunique externe, une tunique moyenne qui est très musculaire qu'on appelle détrusor urinae, et une tunique interne. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. La tunique externe, on a 2 parties. Soit on a une partie qu'on appelle l'adventice, qui est en fait le fascia vésical, c'est ce qu'on a vu en vert depuis le début, là. Fascia vésical, rétrovésical. Ça, c'est la partie externe. Et juste sur la partie supérieure, du coup, on n'a pas de fascia, mais on a une séreuse avec le péritoine. OK. Cette tunique externe, vous le voyez ici, c'est la circonférence. Elle va permettre la construction du col de la vessie. Ici, vous voyez, on a une petite anse cervicale, ça s'appelle comme ça, qui vient de la paroi externe, la tunique externe, qui va venir cravater le col de la vessie pour faire une constriction. Donc ça, c'est tunique externe. Au niveau de la tunique moyenne, c'est la partie la plus musculaire. On a des myocytes lisses qui forment ce qu'on appelle un muscle plexiforme, donc ça, c'est vraiment du détail. Et cette tunique moyenne, elle est composée à 57% de tissu conjonctif, qui va diminuer avec l'âge. Pareil, moins on a de tissu conjonctif, du coup, plus ça va nous apporter des petits problèmes. Et par contre, cette tunique musculaire, elle va permettre la dilatation du col, à l'inverse de la tunique externe. Et enfin, la tunique interne. Donc, la tunique interne, elle est composée d'un urothélium, du coup, c'est une muqueuse, urothélium sur une lamina propria. Donc là, on le voit un petit peu ici. Voilà, c'est vraiment du détail, hein. Mais bon, voilà. Urothélium sur une lamina propria. Et du coup, cet urothélium, il est composé de plein de plis, de vacuités qui s'effacent à la distension. C'est-à-dire que quand la vessie est vide, il y a plein de plis. Quand elle se remplit, ces plis vont s'aplatir
et ne plus être existant. Ce qui est assez logique. Voilà. On vient sur l'urètre un petit peu. Alors, l'urètre, une anatomie, du coup, elle fait 40 mm de long. Attention aux unités, c'est important, hein. Ce n'est pas 40 cm. 40 mm de long, 7 mm de diamètre. Mais par contre, fonctionnellement, il y a 30 plus ou moins 9 mm qui fonctionnent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément 40 mm de l'urètre qui est vraiment fonctionnel, en fait. Alors, cette phrase est un peu bizarre, mais à retenir. Vu qu'elle est courte, 4 cm, c'est relativement court, sa brièveté cause des cystites par voie rétrograde. En fait, c'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut avoir des infections au niveau de la vessie. Je prends le cas classique, il y a des gens qui s'infectent en allant à la plage. Parce qu'en fait, il y a des petits bouts de sable ou je ne sais quoi qui remontent par la vessie et qui arrivent au niveau, qui remontent par l'urètre, pardon, et qui arrivent au niveau de la vessie et qui causent des cystites. Donc cystite, inflammation de la vessie. Elle s'étend du col vésical à la vulve, en avant et en bas, donc elle est orientée en avant et en bas, et elle s'ouvre par l'ostium externe de l'urètre, donc l'ostium externe cette fois, et non pas l'ostium interne qui faisait le trigone vésical. C'est la région, cet ostium externe-là, c'est la région la moins dilatatable, je sais pas. Enfin voilà, celle qui se distend le moins, et elle se situe au milieu de la papille urétrale. Voilà, donc ça c'est plein de vocabulaire important à saisir, mais ça se fait sens, quoi. Légèrement concave en avant, elle forme avec la verticale un angle de 30 degrés. Donc on va le voir juste après. Et son élongation durant la grossesse, donc c'est-à-dire que si la grossesse est importante, du coup, enfin même n'importe quelle grossesse, l'urètre va s'étendre parce que voilà, il y a formation du fœtus et tout. Et du coup, ça sera un peu plus dur d'uriner, d'où l'incontinence postpartum. Donc après avoir accouché, les femmes ont du mal à aller uriner. Donc ici, petit schéma, on voit l'urètre, du coup, est bien concave en avant, concavité qui regarde vers l'avant, du coup, elle est convexe en arrière, hein. Et donc plein de trucs un peu bizarres et tout. Mais si on trace un trait vertical, l'abouchement de l'urètre avec un trait vertical, en fait, ça fait un angle de 30 degrés. Voilà. Ce n'est pas très explicite sur le schéma, mais voilà. Et du coup, la base vésicale avec ce segment, enfin avec cette urètre, ça fait un angle qu'on appelle urétro-vésical postérieur. On parle bien de cet angle-là. Alors là, c'est détaillé, mais dans le polynom, il fait 100 degrés cet angle. Voilà. Donc on retrouve ici le schéma avec l'urètre, la papille urétrale, l'ostium externe urétral, et voilà, il y a plein d'autres choses que vous pouvez, avec lesquelles vous pouvez refaire lien. Configuration interne de l'urètre. Donc l'intérieur, donc ça c'est vraiment un schéma anecdotique, hein, mais du coup l'intérieur est rosé. On a plusieurs plis longitudinaux, donc c'est ces plis là que vous voyez. En fait, au niveau le plus interne, on a une muqueuse, du coup, chaque fois le plus interne c'est la muqueuse, avec ses plis. Et à retenir, dans l'urètre, au niveau postérieur, on a un pli qu'on appelle la crête urétrale longitudinale, médiane et postérieure. Donc c'est en fait en numéro 7, la plus grosse ici. Elle est postérieure sur l'urètre et elle est constante. C'est-à-dire que peu importe votre situation, vous aurez toujours une crête urétrale vraiment marquée. On arrive sur les rapports qui sont assez importants. Alors, on a en fait l'urètre qu'on décompose en deux parties. On a une urètre pelvienne qui est supérieure du coup à tout ce qui est diaphragme pelvien. Et quand elle va passer ce diaphragme pelvien, on va parler d'urètre périnéal. Donc ça, je vous renvoie sur votre cours qui faisait bien la distinction entre pelvien et périnéal. Alors déjà, on a l'ostium urétral externe qui du coup est situé 25 mm derrière le clitoris qui est ici, donc 25 mm. Et on a l'ostium urétral interne qui faisait le trigone vésical, qui est situé 25 mm derrière la symphyse pubienne et 10 mm au-dessus de son bord inférieur. Hop. Donc 10 mm, 25 mm. L'urètre pelvien, du coup, c'est la première portion, la partie proximale. Elle fait suite, enfin, elle répond, alors ça c'est plein de détails, c'est un peu catalogue, mais il faut quand même essayer de comprendre. Elle répond au plexus veineux rétropubien qui est ici. Donc là, on a bien des veines rétropubiens, donc ça répond à ça. Ça répond aussi au plexus veineux vésical qui était lui latéral. Donc il faut imaginer que c'est latéral ici, on a aussi des veines au niveau du plexus veineux vésical. Et ça répond surtout aux muscles pubo-vaginaux, dont on a dit c'est le muscle cravaté en arrière là. Et c'est lié, cette urètre-là pelvienne, elle est entre guillemets liée au vagin derrière par un septum urétro-génital qui est lâche. Voilà, à noter, il est lâche, ce septum.
À l'inverse, l'urètre périnéal est lié au vagin par un septum urétro-vaginal, donc le terme change un tout petit peu, qui lui est dense. Comment retenir que lui est dense? Il est plus bas. Du coup, ce qui est plus dense va plus bas. Et cette partie périnéale, elle est liée au sphincter de l'urètre, donc qui est vraiment au bout. Et il y a plein d'autres trucs, je ne reviens pas dessus, mais il y a les bulbes vestibulaires, les glandes paraurétrales, les racines des corps caverneux. Et ça, vous le voyez dans le premier cours normalement un petit peu. Donc à vous d'essayer de vous situer un peu les choses. Mais retenez bien ces deux segments, pelvien, périnéal. Et c'est l'urètre périnéal, du coup la partie la plus distale, qui est en rapport avec le sphincter qui va le constricter, quoi, pour uriner du coup. Vascularisation, donc là, pareil, je ne reviens pas trop dessus. Par convention, à chaque fois, c'est artère en rouge, veine en bleu, lymphatique en violet et innervation en jaune. L'urètre pelvienne, c'est artère vaginale et vésicale inférieure. L'urètre périnéal qui est plus basse, c'est la honteuse interne. Retenez bien que la honteuse interne, c'est vraiment l'une des artères les plus basses. Les veines se drainent dans ces deux plexus et les veines bulbaires. Les lymphatiques, ça c'est vraiment du détail, les lymphatiques, ça tombe vraiment pas beaucoup, mais ça se draine dans les nœuds lymphatiques iliaques externes et internes. Et attention, ça c'est très important par contre, les nerfs de cet urètre, ils proviennent surtout du plexus hypogastrique inférieur. Et le sphincter de l'urètre, lui, encore une fois, urètre périnéal, artère honteuse interne, et bien du coup le sphincter de l'urètre, il est innervé par le nerf honteux. Voilà, on peut, franchement, avec la vascularisation, ça paraît très dur, très compact, mais on peut faire des liens. Voilà, des questions sur, vous me poserez en message. Et ensuite, on passe au rectum et canal anal. Donc, le rectum, c'est cette portion-là. Le canal anal, c'est ici. Du coup, le rectum, c'est un organe qui est plus haut situé. C'est un organe qui est dit pelvien. Et le canal anal, qui est plus bas, c'est un organe qui est dit périnéal. Alors, quelques petites pathologies. On peut avoir ce qu'on appelle une atrésie rectale. Une atrésie rectale, c'est une absence de l'ampoule rectale. L'ampoule rectale, c'est une portion qui est inférieure au rectum et qui est assez dilatée. C'est la partie inférieure dilatée du rectum. C'est ici qu'on peut avoir des problèmes, du coup, parce que si on a une atrésie rectale, si on n'a pas l'ampoule rectale, on va avoir un problème au niveau des selles. Parce que les selles s'accumulent normalement dans l'ampoule rectale et ensuite, on va à la selle. Si on n'a pas cette ampoule rectale, on a des problèmes pour accumuler les selles. On peut avoir des fistules rectales. Qu'est-ce que c'est les fistules rectales? Ce sont des communications anormales entre des organes ou des parties. C'est-à-dire que le rectum, par exemple, peut faire une fistule avec, donc, chez la femme avec le vagin. On va avoir une fistule vagino-rectale. Du coup, une communication anormale, ce qui fait que c'est assez problématique parce qu'on peut retrouver, par exemple, des selles dans le vagin ou à l'inverse, des écoulements vaginaux dans le rectum. Donc, il y a plein de fistules possibles. Et du coup, au niveau du canal anal, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir une imperforation anale à rechercher obligatoirement à la naissance. Donc là, je vous renvoie à la morphogénèse, que vous verrez plus tard du coup. Quand l'embryon se forme, on a une membrane qui est cloacale, c'est la membrane au niveau de l'anus. Elle peut rester constante et ne pas s'ouvrir du coup, et ne pas se perforer. Si cette membrane reste présente, du coup, on ne pourra pas aller à la selle et c'est très problématique. On peut faire des occlusions et du coup avoir de l'accumulation de sel au niveau du gros intestin. Et c'est assez grave vu qu'après, on peut vomir ces selles. Voilà, ça arrive souvent en service digestif. Je ne suis pas encore passé par là et j'espère que je n'y passerai pas trop. Le rectum, du coup, c'est la partie du gros intestin entre le côlon sigmoïde et le canal anal. Donc voilà, vous avez votre gros intestin qui est ici, qui chemine. Et là, vous avez le côlon sigmoïde, puis le rectum. Et enfin, le canal anal. Ce rectum, il est plaqué contre le sacrum. Donc ici, vous le voyez sur le schéma d'en haut, sacrum, rectum, il est plaqué dessus. La jonction entre le sigmoïde et le rectum, elle se fait en S3. En fait, au niveau de S3, c'est vraiment ici qu'on peut parler de la limite entre le côlon sigmoïde et le rectum. Retenez bien ce S3. On compte deux courbures au niveau du rectum. Une courbure qui est dite sacrale, donc celle au niveau du sacrum, du coup, qui est concave en avant. Donc, vous voyez bien qu'il est, il est bombé vers l'arrière contre le sacrum. Du coup, la concavité est en avant. Ici, on le voit aussi, concave en avant. Et une courbure périnéale, donc c'est vraiment le petit bout, qui est convexe en avant. Ici, on le voit encore mieux, ça rebique vraiment vers l'avant, cette fin de rectum avec le canal anal.
Donc sacral, concave en avant, périnéal, convexe en avant. Des dimensions, une longueur de 12 cm, exactement comme le ligament ombilical médian d'ailleurs, un diamètre de 4 cm et une compliance, donc qui peut contenir 400 ml. Tout ça, c'est altéré bien sûr quand on a des inflammations chroniques, etc. Constipation, etc., etc. On a aussi dans le plan du coup frontal plusieurs courbures. On a 2 courbures vers la droite, avec une courbure supérieure qui va vers la droite, une courbure inférieure qui va vers la droite. Vous voyez, en fait, c'est bombé un peu vers la droite et bombé un peu vers la droite ici. Et on a une courbure moyenne, ici, qui est, elle, bombée vers la gauche. Et enfin, je ne l'ai pas dit, mais les 2 courbures, sacrale et périnéale, elles font... Alors là, c'est très schématique, c'est dur de le représenter sur des schémas parce que tout ça, ça bouge. Hein. C'est très schématique, mais ça fait un angle de 100 degrés ouvert vers l'arrière, avec du coup le sommet. On va dire que le sommet, c'est un peu ça, en avant. Donc le sommet est antérieur et l'angle fait 100 degrés vers l'arrière. Voilà. Alors, très important, ça a retombé en UE5 d'ailleurs, ça. Le rectum, il n'a ni ostration ni appendice épiploïque. Alors, les ostrations, c'est les bosselures. Vous voyez, sur l'intestin, souvent, c'est représenté. Alors là, on ne voit pas trop ce que c'est, il n'y a pas le reste de l'intestin, mais c'est souvent très bosselé, ça fait des bosses de partout. Le rectum, beaucoup moins. Et il n'y a pas d'appendice épiploïque. Donc, ça, pareil, c'est un petit détail, mais les appendices épiploïques, ce sont des petites émanations de tissu. Enfin bref, pas très important. Mais du coup, ni ça et ni ça. La paroi interne du rectum est rosée, un peu comme tout à chaque fois d'ailleurs. Quand le rectum est vide, il y a des plis longitudinaux. Donc longitudinaux qui vont de la tête de haut en bas en gros. Et quand le rectum est plein, il apparaît des plis transversaux. Ces plis transversaux sont dits semi-lunaires, c'est leur forme, et sont de nombres variables. Et ils sont le plus marqué des plis, c'est le pli rectal antéro-latéral droit. Donc en gros, il faut imaginer que plutôt ici, au niveau antérieur, à droite, on a un pli qui est marqué. Moi, je me disais que c'était ce truc-là. Enfin, j'avais un schéma très similaire avec un gros pli ici. Hop, vous voyez, pour moi, c'était ça. Le pli semi-lunaire, là, ici, qui fait la séparation entre courbure supérieure et inférieure. Je me disais que c'était lui le plus marqué. Hop. Le péritoine pelvien. Donc, on a dit qu'il recouvrait la face supérieure de la vessie. Souvenez-vous, il passe sur l'utérus, il vient derrière au niveau du rectum. Il recouvre la partie supérieure des faces antérieures et latérales du rectum. Très, très important. Il recouvre les faces antérieures et latérales du rectum. Donc pour les doublants, attention, en UE5, il me semble qu'il est dit que ça recouvre que les faces antérieures. Donc petite nuance entre SPE11 et UE5. Mais là, il faut bien retenir ça. Je ne sais pas si on le voit sur le schéma. Ouais, voilà. On le voit très bien ici. Le péritoine, il recouvre bien la face antérieure du rectum et aussi les faces latérales. Mais il ne vient pas du tout se mettre derrière le rectum. Okay, l'espace postérieur du rectum, il répond au sacrum normalement. Hop, hop. OK. Et du coup, ce péritoine, sur la face antérieure, il va se réfléchir avec aussi sur la face postérieure de l'utérus, chez la femme, bien sûr, parce que chez l'homme, attention, la vessie fait directement suite au rectum. Donc, sur la face antérieure de ce péritoine, on va former le cul-de-sac recto-vésical chez l'homme, vu qu'il n'y a pas d'utérus, et recto-utérin chez la femme. Ce cul-de-sac, c'est le cul-de-sac de Douglas, que l'on peut observer avec un toucher rectal. Enfin, qu'on peut observer, qu'on peut, on va dire, analyser un minimum, quoi. Et au niveau des faces latérales, du coup, ce péritoine pelvien, il se continue avec la paroi pelvienne pour former les fosses pararectales obliques en bas et en avant vers les cul-de-sac précédents, donc les cul-de-sac recto, vésicaux et utérins. Donc ça, pareil, c'est un peu du blabla, mais à comprendre. Là, c'est la partie la plus importante au niveau des rapports, on va dire. Et après, là, je ne reviens pas dessus parce que c'est, franchement, pour vous dire la vérité, affreux. C'est pas ce qui tombe le plus, heureusement. Mais voilà, les rapports sont à connaître, malheureusement, même si ce n'est pas vraiment l'objet de nombreux QCM. Aidez-vous du maximum de schémas possibles. Donc, vous avez plein de rapports à ce niveau. Oups, pardon. Donc, ça, c'est une fiche que je m'étais faite. J'avais retapé le cours, en fait. Donc, voilà, il y a plein de rapports avec le péritoine au niveau du rectum, avec la face antérieure, latérale, postérieure. Et il y a plein de trucs. C'est très, très catalogue. Je ne pourrais pas vous l'expliquer ni vous le montrer parce que les schémas sont tous différents et c'est dur de trouver des schémas qui montrent tout ça. Mais il y a pas mal de choses qui se comprennent assez bien, qui peuvent se voir parfois. Donc voilà, essayez vraiment de prendre plusieurs schémas et de situer les choses. Et je vous assure que ce n'est pas si compliqué, juste que c'est très catalogue et j'avoue que c'est un peu chiant.
Voilà. Donc, je vous laisse ça. Et bon courage. Ça ne servira à rien que je revienne dessus, quoi. Au niveau du rectum, on a 4 tuniques. Contrairement à la vessie, on en avait 3. On a une tunique externe, avec pareil la distinction entre adventice et séreuse. Donc, soit on est sur la tunique externe au niveau antérieur ou latéral, du coup, ça sera le péritoine. Soit on sera au niveau, par exemple, postérieur, et là, on n'aura pas une séreuse, on aura une adventice, ou le fascia rectal, équivalent du fascia vésical, du coup, qui est une couche conjective, du coup, qui recouvre les surfaces non péritonisées. Ce schéma, dans le Midibox, il est assez coloré et tout, mais ça reprend pas mal de choses, donc il est intéressant. Ensuite, on a une tunique musculaire, un peu plus interne, important, avec une couche externe longitudinale et une couche interne circulaire. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et du coup, cette couche externe longitudinale, quelques détails, elle est formée de ténia colique, donc ça c'est pareil, vraiment un détail à retenir vite fait, avec 2 faisceaux musculaires, en arrière le recto-coccygien du coup, donc du rectum au coccyx, et en avant le recto-vaginal. Tunique musculaire du coup composée de myocytes lisses, comme à chaque fois. On a une tunique sous-muqueuse, qui elle est vraiment vascularisée et innervée, et on a enfin la plus interne, tunique muqueuse, avec un épithélium cylindrique simple et avec des cryptes intestinales. Tous ces mots, là, les cryptes intestinales, impadis épiploïque et tout, franchement, regardez en 2 secondes sur Internet, vous verrez des petits trucs, ça sera mieux pour comprendre, mais c'est vraiment pas ce qui fait l'importance du cours. Retenez surtout épithélium cylindrique simple. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit pareil en UE5. On finit sur le canal anal. Canal anal, c'est un canal virtuel de 4 cm. Donc, ici, à peu près, on a 4 cm de longueur s'ouvrant sur l'anus. Donc, canal anal, c'est différent de l'anus qui est vraiment l'orifice anal. L'orifice anal, c'est une fente sagittale, donc d'avant en arrière de 2 cm. Et ce canal anal, il se dirige en arrière et en bas. Il ne pointe pas vers l'avant, il pointe vers l'arrière. 3 zones à retenir. On a d'abord une ligne anorectale. Et ensuite, la première zone, les colonnes anales. Donc, les colonnes anales, ce sont ces trucs qui rebiquent là. Du coup, ces colonnes anales, elles sont liées par le bas par une valvule anale. Et l'espace entre les 2 trucs fait un sinus anal. Ces colonnes anales, elles sont violacées, donc elles sont un peu violettes, de 6 à 10, et elles sont plus présentes chez l'enfant. Après ces colonnes anales, on a la ligne pectinée, qui du coup donne suite à un deuxième lieu, le pecten anal, qui lui est large de 1 cm, qui est blanc bleuté, donc en gros on va dire à peu près blanc, quoi. On le voit un peu sur le schéma d'ailleurs, le pecten anal. On a la ligne anocutanée, donc entre l'anus et vraiment l'orifice externe, qui détermine du coup après la zone anocutanée. Et cette ligne anocutanée, elle sépare les 2 sphincters. Vous voyez ici, la ligne anocutanée, elle est là. Si on trace un trait, hop, on a la séparation entre le sphincter interne et ici, le sphincter externe. Alors le sphincter externe, c'est cette partie-là. En fait, la séparation se fait vraiment sur la dernière portion. Hop, les deux séparés ici. Voilà. Donc bien 3 zones, colonne anale, pecten anal, zone anocutanée. Retenez bien les délimitations, parce qu'on peut vite s'embrouiller. Canal anal dans le périnée postérieur. Du coup, le canal anal, c'est vraiment bas, donc c'est au niveau du périnée. Il est entouré par le sphincter externe de l'anus et est en rapport avec, donc ça c'est super important, il faut vraiment l'apprendre et essayer de le visualiser. En avant de ce canal anal, on a le centre tendineux du périnée, donc qui est ici, en numéro 19 du coup, qui sépare le vagin chez la femme du canal anal. En arrière de ce canal anal, on a le ligament anococcygien, si je ne dis pas de bêtises, c'est le numéro 14, qui relie du coup le sphincter externe, donc ici en plusieurs parties, à l'apex du coccyx. Et latéralement, le canal anal, latéralement ici, il répond à la graisse, aux fosses ischio-rectales. Ça, Daniel vous l'a détaillé dans le premier cours. Voilà, donc ça, ces rapports, ils sont vraiment à connaître, ça tombe vachement souvent. Le sphincter interne, c'est une tunique musculaire qui présente, comme tout à l'heure, une couche interne dite circulaire et une couche externe dite longitudinale. Donc le sphincter interne, c'est le plus intimement lié, il est ici. La couche interne, des dimensions, voilà, épais de 5 mm, haut de 25 à 40 mm. Franchement, ce n'est pas vraiment ce qui tombe. Et il y a une couche externe longitudinale. Donc là, pareil, une longue phrase. Je ne reviens pas dessus parce que c'est vraiment pas visualisable.
mais c'est quand même à connaître. Et il faut savoir que cette couche externe longitudinale, surtout, elle fusionne, enfin les fibres musculaires vont fusionner avec le muscle puborectal. C'est vraiment ce qui est à comprendre. Voilà, c'est vraiment la couche externe qui peut faire des fusions, enfin des liens avec les muscles. La couche interne, elle, est vraiment interne, du coup, elle ne peut pas trop se lier à d'autres muscles, quoi. On va leur donner comme ça. Et le sphincter externe, normalement, vous l'avez déjà vu dans le premier cours. C'est très important, il faut vraiment bien comprendre. Il s'étend du diaphragme pelvien à l'anus et comporte 3 parties, vraiment important. Ici, on a la portion profonde, la portion superficielle et la portion sous-cutanée. Voilà. Et la plus importante, franchement, je dirais quand même que c'est la superficielle, vu que du coup, cette superficielle, elle entoure le canal anal et on refait les liens. Elle s'insère en arrière sur le coccyx par le ligament anococcygien qu'on a vu il y a 2 secondes et elle s'insère en avant sur le centre tendineux du périnée. Voilà, ce sphincter externe, cette diapo-là, plus. On finit avec la vascularisation. Donc pareil, c'est un long catalogue, mais regardez, ça prend super bien son sens. On a des artères qui sont nombreuses et très anastomosées, donc elles font beaucoup de liens. Il y a beaucoup de suppléances et de partenariats entre les artères. La plus importante, c'est l'artère rectale supérieure. Elle est née de quoi? Elle est née de l'artère mésentérique inférieure. Attention, inférieure, supérieure, attention. Elle va innerver le rectum et les colonnes anales, donc la partie supérieure du rectum, du coup. L'artère rectale moyenne, elle est plus basse. Elle fait suite aux artères iliaques internes. Et elle va innerver une partie plus basse, du coup, les colonnes un petit peu, et le rectum inférieur. L'artère rectale inférieure, c'est la suite. Encore une fois, inférieure, qui dit inférieure dit artère honteuse interne, donc les plus basses. Elles vont innerver quoi? Les parties plus basses, encore une fois, le pecten et la zone anocutanée. Et enfin, un peu à part, l'artère sacrale médiane, elle longe le sacrum et elle va innerver du coup la face postérieure du rectum. Et ensuite, vous regardez, en fait, c'est vraiment symétrique. Le réseau sous-muqueux qu'on a vu tout à l'heure qui était très vascularisé et innervé, il est très dense au niveau des colonnes anales. Pourquoi les colonnes anales? Moi, je me disais que c'était genre un peu violacé là, donc du coup, je me disais qu'il y avait beaucoup de veines, enfin bleu violacé, vous avez capté. Du coup, je me disais que le réseau était très dense à ce niveau-là. Ce réseau, il se draine dans 2 parties, soit en haut de la ligne pectinée vers le plexus rectal. Donc le plexus rectal, c'est vraiment ce qui est en haut de la ligne pectinée. Ce plexus rectal, il se compose de quoi? Des veines rectales supérieures, comme ici, qui découlent de la veine mésentérique inférieure, des veines rectales moyennes, comme ici, qui donnent, pardon, c'est dans l'autre sens du coup ici, les veines rectales moyennes qui donnent les veines iliaques internes. Et en bas de la ligne pectinée, on n'a plus le plexus rectal, mais on a les veines rectales inférieures, encore pareil, analogie, qui vont se drainer dans les veines honteuses internes. Et enfin, la ligne pectinée, elle sépare aussi 2 zones lymphatiques et pas que 2 zones veineuses. On a une zone suprapectinéale qui va être drainée, qui va être drainée par les nœuds rectaux supérieurs et les nœuds rectaux moyens, qui eux-mêmes se drainent pareil encore dans les mésentériques inférieures et les iliaques internes. Donc vous voyez, c'est vraiment symétrique de fou. Et la zone infrapectinéale, attention, petite différence, on a des nœuds inguino-médiaux, du coup. C'est vraiment ce qui est le plus en bas, des nœuds inguino-médiaux. Voilà, donc ici, beaucoup de choses, mais en fait, vous voyez que tout se fait sens et se fait écho. Voilà. Vous avez 15 QCM. Henri, il est quelle heure? Je vais vous laisser tranquille, comme ça, voilà, je ne prends pas de temps. Mais je vous invite à les faire vite fait, ça prend 2 secondes. Et la correction est juste après. Voilà, comme ça, je vous laisse tranquille. Vous pouvez aller réviser ou manger ou je ne sais quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions en général? Non, c'est bon, merci. Ok, ça va. Bon, écoutez, bon courage et bonne journée. Merci.